mettez ensemble là, dans un groupe, c'est comme une équipe de hockey. Là. Supposons que vous avez 18 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Là, vous en avez quoi, 50, 40, quel que soit le nombre. Puis, un bon jour, ils se retrouvent ensemble dans une même salle pour une même cause. Ils viennent d'horizons différents. Ils ont des expériences différentes. Ils ont une formation différente. Alors, c'est pas toujours facile là, de trouver une cohésion et de faire un esprit d'équipe. Mais évidemment, plus le défi est grand, plus c'est facile de les rallier alentour d'une cause. Mais si vous n'avez pas une cause qui est éloquente et qui peut rallier, alors à ce moment-là, c'est un peu plus difficile. Mais ça dépend aussi de la diplomatie du chef, de celui qui... moi, je sais que, pour les avoir vus à l'œuvre, que les chefs n'ont pas tous la même habileté à garder ensemble des troupes. C'est comme les entraîneurs de hockey. Vous n'avez pas... les entraîneurs de n'importe quelle équipe sportive, ils n'ont pas tous le même talent. Il n'y a pas personne de l'extérieur qui peut assister au caucus. Il y a des sujets qui sont réellement difficiles. Soit que quand vous êtes dans l'opposition, il y a peut-être des stratégies qui sont discutables, il y a les hommes qui sont discutables, il y a les situations qui sont discutables. Et quand vous êtes au pouvoir, bien là, vous avez, ce sont les législations qui peuvent être aussi sujettes à des grandes discussions. C'est pas facile d'arriver avec une législation comme l'assurance maladie, si vous voulez, ou des programmes comme des programmes de travaux publics sans que les gens, sans que les députés disent « bien moi, mon comté n'est pas bien servi par ce programme-là ». Alors, il y a des bonnes discussions au caucus. Mais ce sont, je pense que le talent du chef, c'est justement après que ces discussions-là ont lieu. C'est bon qu'il y ait ces discussions-là aussi, parce que le chef du parti et les dirigeants du parti peuvent prendre le pouls de leur parti et éviter des erreurs. Facile, ça prend des semaines de ça prend des semaines de séjour et puis des journées. Si elles avaient plus que 24 heures, bien souvent, on les aurait prises. Bon, du côté de la famille, évidemment que tous les députés le disent, que ça impose des sacrifices. Bon, une famille de 6 enfants, il faut que l'épouse soit héroïque là, et dévouée pour... elle ne peut pas aller sur le marché du travail en dehors de la maison. Il y a suffisamment d'occupation et je pense qu'à ce point de vue-là, je peux me réjouir là, que mon épouse ait accepté de responsabilité. Parce que j'ai 2 enfants. Les 2 derniers sont nés pendant des assemblées politiques, pendant que j'étais en politique. Alors, elles ne m'ont pas connu autrement que faisant de la politique à ce moment-là. Et moi, j'avais un avantage parce que Montmagny, c'est quand même pas loin de Québec. Alors, je pouvais plus facilement, bon, de temps en temps, s'il y avait des urgences ou s'il y avait des... Mais mon bureau professionnel, je ne pouvais pas le garder. Je l'ai gardé, je m'en suis occupé les 4 premières années dans l'opposition. Là, j'avais le temps, parce qu'on était 3 jours en session, mardi, mercredi, jeudi. Mais la balance, il me restait 4 jours pour m'occuper de mon bureau, les électeurs, ainsi. Alors, je pouvais concilier ça. Mais durant la grève des hôpitaux, j'ai été 3 semaines, 1 mois sans être capable d'aller à Montmagny. J'étais jour et nuit. C'est là que j'ai réalisé combien la charge pouvait être pesante à certains moments. Évidemment, quand les gens qui sont plus démunis ont besoin, la première porte où ils vont frapper, c'est à la porte du député pour mentionner les problèmes qu'ils ont. Il y a aussi, moi j'avais constaté, surtout comme ministre, un problème des enfants handicapés, des enfants avec des déficiences. Les familles étaient aux prises. Ça, c'était dans l'ensemble de la province, mais j'avais beaucoup de demandes des députés sur régler ce problème-là. Alors, il n'y avait pas, quand je suis arrivé là au ministère, il n'y avait presque pas d'institutions pour loger ces enfants-là et leur donner des soins spécialisés, de façon à ce qu'ils puissent réintégrer possiblement le marché du travail dans des ateliers protégés. Alors, j'ai heureusement fait adopter par le gouvernement un programme qui mettait en place une vingtaine d'institutions
Je me souviens, dans toutes les régions du Québec, on a réussi à implanter une de ces maisons-là qui pouvait recevoir les enfants. Ça soulageait les familles parce que ça empêchait d'abord les moments de s'occuper aussi de l'ensemble de la famille, les autres enfants, parce que ça demandait tellement d'attention et de soins. Ça empêchait, dans certains cas, à un moment, de retourner sur le marché du travail si elles le désiraient. Alors, on a pu régler ce problème-là, comme j'ai pu régler aussi le problème des personnes âgées, parce qu'on avait beaucoup de demandes pour de logement de personnes âgées, parce que la tradition familiale là, de loger les personnes âgées pour les familles, là, ça tendait beaucoup à disparaître très rapidement. Alors, il fallait que les personnes âgées qui ne pouvaient plus rester chez elles, à la maison, les familles ne pouvaient plus leur donner les soins requis. Alors, il fallait des institutions de transition qui puissent les recevoir, les accueillir et leur donner de la sécurité. Quand M. Bertrand est arrivé, après la mort de M. Johnson, M. Bertrand a pris les rênes du pouvoir et c'était dans le programme du parti, l'abolition du Conseil législatif. M. Johnson, prenait beaucoup de précautions. Alors, il y avait là, au Conseil législatif, beaucoup de membres du Conseil qui avaient été nommés, des anciens députés, d'anciens ministres de la période du Duplessis. Alors, M. Johnson n'osait pas trop toucher au conseil législatif parce qu'il y avait évidemment des bons amis de l'Union nationale. Et c'était bon aussi qu'il se disait qu'il y a une majorité dans l'autre chambre aussi pour la législation, en deuxième étape de la législation, un peu comme le Sénat à Ottawa. Si la majorité est contre le gouvernement, ça crée des problèmes. Alors, l'Union nationale avait la majorité aussi au Conseil législatif. M. Bertrand, c'est un homme expéditif, c'est un homme qui prenait des décisions rapides. Probablement qu'il y a eu des rencontres ou des préalables à l'abolition du Conseil. J'imagine que M. Bertrand n'est pas arrivé un matin et il a dit « Bon, ben, ce matin, là, je dépose cette législation-là en Chambre ». Il a dû y avoir des rencontres, des tractations, en tout cas, pour adoucir les angles avant d'arriver avec ça. Mais M. Bertrand, effectivement, a présenté la législation pour l'abolition du Conseil législatif et ça s'est fait et ça a été une opération. Disons que l'opposition était bien d'accord avec ça parce qu'il n'avait pas la majorité là-bas, dans l'autre salle. Et ça s'est fait. Les députés n'ont pas porté beaucoup d'objections parce que pour nous, évidemment, on n'avait pas beaucoup de contacts avec le Conseil législatif parce que c'était des gens, à part de M. Cardinal, qui siégeait là, qui était aussi un de nos collègues plus tard, c'était des personnes qui avaient été nommées, qui étaient de la période de Duplessis. Ça a été une période excessivement explosive et difficile, ça, parce qu'il y avait eu, depuis quelques années, avec la naissance du RIN, du mouvement nationaliste, même eu dans certains secteurs de la province ultranationalistes, il y avait des gros problèmes, il y avait même des attentats, il y avait une situation là, difficile. Alors, à Saint-Léonard, ça vient du problème de Saint-Léonard, à Montréal, où la commission scolaire avait décrété qu'il y aurait des écoles pour les anglophones, indépendamment de la commission scolaire qui régissait l'ensemble de dossiers scolaires pour Montréal. Et ça, évidemment, ça a fait exploser et M. Bertrand a dit, bon, il faut régler la situation. M. Johnson n'avait pas osé. Il avait, évidemment, appelons entre guillemets, pas tergiversé, mais il avait il n'avait pas mis d'huile sur le feu. Hein. Il avait tenté d'apaiser et puis de dire, bien, écoutez,
On va laisser le temps faire son œuvre. C'était la politique de M. Johnson. Laissons donc le temps préciser ce que l'on doit faire, les solutions à apporter. Alors, dans le cas de M. Bertrand, il était beaucoup plus expéditif que ça. C'était deux caractères différents. Alors, évidemment, M. Bertrand était le chef du parti. Il proposait que ce soit la façon de régler le problème, passer la loi 63. Alors, la majorité des ministres, c'est-à-dire pour ne pas dire tous les ministres, ou à peu près, il y en avait quelques dissidents, mais on a accepté le principe de la législation. Mais ça a été un des facteurs qui a fait qu'en 1970, l'Union nationale s'est retrouvée du côté de l'opposition. On ne pensait pas que ça irait jusque-là, évidemment, ça a été une surprise. D'abord, l'enlèvement du diplomate britannique, James Cross, ça a été une surprise, d'abord. Et on s'est dit, bon, mais ça nous touchait moins parce que c'était quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de la diplomatie, puis on disait, bien, évidemment, c'était un événement important, mais ça nous touchait moins que ce qui est arrivé par la suite. Moi, j'avais... la veille, le vendredi de l'enlèvement de Pierre Laporte, il a annoncé ça, il s'est fait enlever le samedi en fin d'après-midi. Le vendredi, je siégeais ici à l'Assemblée nationale sur un comité que dirigeait Pierre Laporte. J'étais son interlocuteur pour l'opposition et il était le ministre responsable pour le travail, je ne me souviens pas quelle législation. Puis j'avais dit à M. Laporte, à la fin à midi et demi, 1 heure, au moment où on terminait les travaux, le vendredi, pour s'en aller dans notre comté, j'avais dit à M. Laporte, écoutez, ces documents que vous avez, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais les avoir en fin de semaine pour les étudier. Quand on reviendra la semaine prochaine, je pourrai en parler beaucoup plus à l'aise avec vous. Alors, il m'a dit, oui, je vais vous les envoyer, je vais parvenir. Alors, j'étais à mon bureau le vendredi, j'attendais, aussitôt que les documents sont arrivés, je suis parti. Le samedi soir, à 6 heures, j'étais assis devant mon appareil de télévision. Je lisais les documents que M. Laporte m'avait remis la veille et on annonce que M. Laporte a été kidnappé sur son terrain, devant sa résidence. Alors là, connaissant M. Laporte, je me suis dit à moi-même, bon, ben là, c'est grave. Là, c'est le deuxième, là, puis c'est un ministre. Parce qu'après ça, on avait su que il y avait d'autres ministres qui avaient été sur la liste des enlèvements possibles. Mais M. Laporte était une cible tellement facile parce qu'il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas rien. Il était dans la région, là où il était, à Longueuil ou à Saint-Hubert, c'était facile de... Alors là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était excessivement grave et sérieux. On s'est dit, on est dans une crise. Bon, et quand on a fait appel à l'armée, c'est-à-dire le gouvernement fédéral a envoyé l'armée ici au Québec. On était plusieurs anciens ministres et députés qui restaient au même endroit ici à Québec. Et quand on sortait, c'est un édifice en hauteur, et on sortait de l'ascenseur, on avait devant nous un soldat au garde-à-vous armé. Alors, c'était, on pensait, lorsqu'on voyait à la télévision, ce qui arrivait dans les autres pays, et on se disait, ben, écoute, on est rendu là, nous autres, ici au Québec, maintenant, là, on est dedans. Et quand M. Bertrand, qui restait au même endroit que moi, partait pour s'en aller au Parlement, les soldats avaient, walkie-talkie, avertissaient au Parlement, M. Bertrand part de son appartement, il s'en va au Parlement. Alors, quand il était rendu au Parlement, ils appelaient de nouveau pour dire il est arrivé, il est sain et sauf. Alors, c'était une période extrêmement difficile. Et quand, évidemment, ils ont trouvé le corps de Pierre Laporte, qui a été assassiné, évidemment, ça a créé un choc terrible. Alors, on était coincés, là. C'est pas une figure de style que j'emploie, là.
on était coincés à notre gauche et à notre droite par deux partis qui aspiraient. Je ne sais pas dans quelle mesure le Parti créditiste aspirait à prendre le pouvoir, mais en tout cas, ils étaient un tiers parti à 12 députés assez important. Là. Ils avaient droit à certains avantages de la Chambre à ce moment-là. Et du côté de la droite, bien, on sait que le Parti québécois aspirait à prendre le pouvoir. Ils étaient 7. Et ils étaient très militants. Ils arrivaient en Chambre. Ils étaient très militants, ils étaient très attentifs, très impliqués dans les débats. Et chacun, évidemment, voulait se faire valoir. Et nous étions, si je me souviens bien, nous étions 17 députés dans l'opposition, dont plusieurs avaient pas mal d'expérience. La plupart avaient été élus en 62. Il y en avait qui avaient été élus qui étaient encore de la période de M. Duplessis. Entre autres, Claude Gosselin était un de ceux-là, M. Bertrand était un de ceux-là. Alors, on s'est ralliés alentour de M. Bertrand, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu déjà un malaise là, et qui a nécessité un congrès. Les congrès, dans l'histoire politique de l'Union nationale, ont fait très, très, très mal à l'Union nationale. Il y en a eu 3, moi, que j'ai vécu, et les 3 se sont terminés par des verdicts où la majorité n'était pas substantielle. C'était quoi, 100, dans le cas de Masse-Loubier, c'était en bas de 100. Dans le cas de Cardinal Bertrand, c'était aussi là, inférieur à 100. Puis dans le cas de M. Johnson et M. Bertrand, je pense que c'était 116 la majorité. Alors, ça veut dire que ça divise un parti en deux. C'est ça que ça veut dire. Et après ça, bien, vous avez deux camps. Vous avez deux camps à peu près égaux. Alors, 50-50, là, c'est difficile après ça Et quand il n'y a pas personne qui met de l'eau dans son vin, bien, c'est difficile de trouver le consensus. M. Bertrand, sa santé n'était pas florissante, alors il devait subir une opération chirurgicale importante pour le cœur. Alors, sachant ça, il a dit, bien, on va aller à un congrès. Et là, Loubier et Masse se sont affrontés dans un congrès où j'ai accepté la présidence de ce congrès-là, ce qui m'a obligé à une neutralité que je remercie encore aujourd'hui d'être neutre. Dans ces congrès-là, c'est toujours difficile de prendre position entre deux collègues là, que j'estime d'ailleurs. Et ce congrès-là, comme les autres, a été difficile parce qu'il y a eu encore là un résultat là, très, très serré, une lutte très chaude entre les deux opposants. Et ça a été... après ça, M. Loubier avait décidé, avec un groupe d'experts, de changer le nom de l'Union nationale pour celui de Unité Québec. Ça, évidemment, que cette décision-là a été contestée à l'intérieur du caucus et les gens, la population n'a probablement pas accepté là, ce changement-là. Je suis certain que M. Loubier a fait un gros effort pour trouver une voie d'avenir pour l'Unité Québec, qui est revenue à l'Union nationale par après. Ça n'a pas été long, Unité Québec. Mais c'était pas facile parce qu'il y avait une polarisation là, évidente entre le parti au pouvoir, les libéraux, et le Parti québécois qui aspirait à prendre le pouvoir. Alors, l'Union nationale avait de moins en moins de place dans ce contexte-là. Et il y avait bien sûr aussi le Parti créditiste. Alors, la plateforme électorale de l'Union nationale là, était réduite à sa plus simple expression, de sorte que le résultat de 73 était à peu près inévitable. Moi, dans Montmagny, on avait mis ensemble pour la première fois le comté de Montmagny et de Lillette. C'était devenu Montmagny-Lillette à cette élection-là. Mais évidemment que la vague étant libérale, le comté de Lillette a versé complètement du côté libéral. Mais mes appuis étaient surtout dans Montmagny à ce moment-là, même si j'avais des bons contacts aussi, quelques contacts dans Lillette. Alors, j'ai passé, la vague m'a emporté comme les autres. Bon, alors le lendemain matin, moi, j'ai repris ma machine à calculer et j'ai repris les vérifications, mon rôle de vérificateur municipal, les différents dossiers.
Et j'avais aussi, il y avait aussi les hebdos régionaux. J'étais bien impliqué dans les hebdos régionaux. Je m'étais porté acquéreur du journal à Montmagny, Le Peuple, qui appartenait à M. Grosdaillon. Et après ça, j'avais fondé un journal à Lévis, Le Peuple. J'avais fusionné aussi la Tribune à Lévis, ça s'appelait Le Peuple Tribune. J'avais fondé Le Peuple à Lotbinière, avec un contenu agricole surtout, et Le Peuple de la Chaudière. Donc, j'avais 4 journaux et ça prenait une bonne partie de ma semaine pour... Alors, imaginez-vous qu'avec cette chaîne de journaux régionaux, et je peux vous dire que j'ai apporté beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, Et ça, c'est une fierté pour moi, c'était la seule chaîne d'hebdomadaire qui avait un journaliste à plein temps à l'Assemblée nationale. Bien, le plus grand changement, je pense, aujourd'hui, c'est l'importance des médias. Les médias ont pris une importance considérable dans la présentation des partis politiques, dans la critique des partis politiques, dans l'analyse des comportements des hommes et des femmes en politique. Alors, je pense que les médias ont changé beaucoup la donne politique. Autant où le journal des débats ou la télédiffusion des débats a pu changer des choses, autant, encore plus, les médias ont changé le style des campagnes électorales. Ils ont aussi ils exercent aussi sur les hommes et les femmes politiques une influence considérable. Du moins, une influence dans le sens de la précaution, de la prudence. Et vous savez qu'aujourd'hui, toutes les déclarations publiques d'un homme public, d'un ministre, peuvent modifier sensiblement sa carrière politique. Et évidemment, tous les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, prêchent pour le vote proportionnel, prêchent pour la réforme de la carte électorale, prêchent pour... bon, quand ils arrivent au pouvoir, puis qu'ils ont été élus grâce à une carte électorale qui les a favorisés, grâce à un vote aussi qui les a favorisés, bon, ça a été notre cas en 1966, on avait moins de votes, proportion du vote, que le Parti libéral. Alors, on était bien heureux de prendre le pouvoir avec... je pense que c'était 43 % du vote, alors que le Parti libéral en avait 47. Bon. Mais je pense qu'il faut maintenant, à partir de maintenant, là, dans le siècle que l'on commence, avoir plus d'égard pour les tiers partis qui répondent à un besoin, qui sont sérieux, qui ont une bonne plateforme électorale, qui ont un bon programme politique cohérent. Je pense qu'il faut leur donner plus de place qu'ils en ont dans le moment. Là. Moi, j'examine la scène politique actuelle et je me dis que ça ferait probablement un meilleur équilibre à l'Assemblée nationale, comme l'avènement des femmes à l'Assemblée nationale a apporté un meilleur équilibre. Moi, dans le temps où j'étais à l'Assemblée nationale, nous n'avions qu'une dame, Mme Casgrain, d'ailleurs, qui était ma jumelle. Jumelle, là, même jour, même année. Si vous voulez savoir son âge, vous me le demanderez. Alors, l'avènement des femmes à l'Assemblée nationale a apporté de l'équilibre, a apporté de la pondération, de la modération, a apporté un point de vue dont l'Assemblée nationale avait besoin. Je pense que quand on a reçu beaucoup de la société, moi j'ai eu un parcours, une feuille de route là, extrêmement intéressante. Politique, affaires, profession, famille. Et je pense qu'il faut redonner, dans la mesure de sa santé, de ses moyens, il faut redonner à la société ce qu'on a reçu. Et ça, je m'en fais un point d'honneur. Et on retire de ça, d'abord, il y a l'activité, il faut s'occuper. Je pense que c'est la santé repose aussi sur l'activité que l'on a dans la vie, surtout rendu à un certain âge. Et c'est important, je pense, de redonner à la société. Et ça fait aussi, ça entretient ça fait bénéficier la société de l'expérience qu'on a acquise en cours de route. Parce que tout ça, tous ces mandats-là qu'on a eus, toutes ces responsabilités qu'on a assumées, ça apporte là, une expérience de vie et, je l'espère, une sagesse qu'on peut mettre à la disposition des autres et des plus jeunes surtout.